Écoutez, je voulais vous faire un petit point puisque c'est vrai que bon, Star Wars The Acolyte a été assez mal reçu. Bon, mais il y a d'autres projets Star Wars. Voilà, soyez heureux puisque le prochain, il arrive dès décembre prochain. Il s'appelle Star Wars Skeleton Crew. Qui a dévoilé quelques images d'ores et déjà, et une interview des créateurs et de Jude Law, qui sera du coup la star pour porter ce nouveau projet. Alors déjà, je vais vous préciser que c'est créé par John Watts et Christopher Thorne, qui évidemment termine ce papier chez People Magazine par dire « Vous n'avez pas besoin de tout connaître sur Star Wars pour apprécier la série. » Bon, la musique, on commence à la connaître. Oui. Mais on peut apprécier l'histoire en arrivant tout frais, mais si vous êtes un super fan de Star Wars, il y a beaucoup pour vous. Bon, voilà. Je pense que à chaque interview sur un projet Star Wars, chaque créateur a dit exactement cette phrase au mot près. Bon, pour Jude Law, qui va jouer un personnage qui s'appelle Jod, il nous le décrit comme étant quelqu'un... Ils sont pas fait chier. Ouais, j'avoue. Alors c'est John Nawood. D'accord. Bon, ok. Jod. Il nous le décrit comme quelqu'un qui pense vite et qui utilise son charme et sa gouaille pour se sortir de nombreuses situations. Ça fait penser à quelqu'un. Ouais. À peu près. Et il décrit, lui, la série comme étant... Le premier mot qui me vient en tête, c'est enjoué. Alors, a priori, c'est un peu familial comme objectif, puisque, je vous refais le synopsis pour les gens qui l'auraient pas en tête. Quand 4 enfants font une étrange découverte sur la planète d'origine, ils se retrouvent perdus dans une galaxie dangereuse et étrange. Retrouver le chemin de leur maison, rencontrer des alliés et ennemis inattendus, constituera une aventure plus grande qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Donc, à une époque, Stranger Things dans l'espace ou quoi ? En fait, à une époque, on nous parlait beaucoup de ce projet-là comme un hommage aux productions Amblin des années 80. Donc, évidemment, on pense à Stranger Things désormais. Et donc, ça a l'air d'être tout à fait ça. Remplacer simplement les vélos par des speeder bikes, quoi. En vrai, c'est cool, une série qui friendly dans Star Wars. Pourquoi pas. Moi, je suis curieux, très franchement. On sera sûrement pas le public, hein, mais ouais, je pense que ça va pas spécialement être nous le public, mais pourquoi pas, ça mérite d'être potentiellement regardé. Il y aura un droïde qui sera doublé par Nick Frost. Ok. Et Frost de Shaun of the Dead, bien sûr. Exactement. Et Jude Law nous dit que voir des enfants dans cet environnement Star Wars est enthousiasmant et très unique. Alors il parle d'easter eggs, de références aux vieux films, mais aussi aux séries récentes et aux épisodes récents. Mais en vrai, c'est à la base Star Wars, c'est pour les enfants. Hein. Mais complètement. C'est un truc qu'il faut. C'est un truc qu'il faut pas oublier et que George Lucas a toujours insisté sur ce point-là. C'est que Star Wars, c'est pour les enfants. Et donc, potentiellement, ce projet-là peut être très intéressant et bien les cibler, tout en faisant plaisir aussi aux superfans, on verra. Et voilà, a priori, la grande thématique, c'est travailler ensemble, dépasser sa peur, dépasser sa propre opinion de soi-même et ses propres faiblesses pour réussir. Et dernière information qu'on a appris du coup dans ce papier preview, c'est la date de diffusion, à partir du 3 décembre sur Disney+. Et on imagine évidemment que ça sera en hebdomadaire, avec potentiellement un lancement à 2 épisodes dès le 3 décembre, et ensuite en hebdo jusqu'à mi-janvier, quoi. Un truc comme ça. Pour une série kids-friendly, quoi. Enfin, ça me paraît très logique que ça soit diffusé au mois de décembre. Ok, non mais en vrai, moi je suis partant pour découvrir en tout cas, quoi. J'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais curieux de voir le premier épisode. Et oui, précisons, je crois que tu l'as pas dit, il y a une partie des épisodes réalisés par les Daniels. Oui, bien sûr. Les Daniels qui ont réalisé... j'ai perdu. Everything Everywhere All at Once, voilà. Qu'on a adoré. On a adoré, Swiss Army Man aussi, qu'on a adoré. Donc ça peut être sympa. Les Daniels sont très très créatifs et je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait dans l'univers Star Wars avec peut-être un peu plus d'argent que d'habitude. Ça peut être très sympa. Exactement, je te propose d'enchaîner avec une information au sujet d'une série un tout petit peu attendue sur Netflix, à savoir Squid Game. Voilà, exactement. On n'avait pas trop de news depuis quelques temps, mais là, ça y est, Squid Game fait son grand retour sur Netflix pour une 2e saison qui est prévue le 26 décembre 2024. Donc, c'est en fait la grosse sortie de Noël de Netflix. Pour une fois, c'est une série, d'habitude, c'est des films. L'année dernière, on avait eu la suite de À couteau tiré, qui était Glass Onion. L'année d'avant, on avait eu Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio et aussi, dans le même temps, ou l'année d'avant encore, je ne sais plus, le film de zombie de Zack Snyder, Army of the Dead. Donc, en général, c'est des films. Et là, cette année, ils ont décidé de miser sur Squid Game. Je pense que
que c'est une bonne idée. Oui, c'est un bon cheval. Très logique de leur part. Et on apprend autre chose aussi dans le même temps, c'est qu'il y aura une 3e saison. Et ce sera la dernière. Donc cette 3e saison clôturera la série. Elle sortira en 2025, mais on n'a pas exactement de date pour l'instant. Il faudra déjà que la 2e saison soit diffusée fin 2024. Donc, après 3 ans d'attente, les fans vont enfin retrouver l'univers dystopique qui avait marqué tous les esprits lors de cette diffusion en septembre 2021, qui avait pris tout le monde de court. On ne s'attendait pas à ce que ce soit l'un des plus gros succès de Netflix. On rappelle quand même les chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Ils ont cumulé plus de 1,65 milliard d'heures de visionnage en seulement 28 jours. Et ils ont atteint 111 millions de comptes Netflix, qui est un record absolu pour la plateforme. C'est juste monstrueux, ça a été repris partout, tout le monde connaît, même sans avoir regardé Squid Game, avec justement la direction artistique, ces personnes qui sont masquées, etc. La 2e saison, qui est créée, pardonnez-moi pour l'accent, par Wang Dong-hyuk, scénariste, réalisateur et producteur exécutif, va reprendre en fait l'histoire de Seong-gyeon, je sais plus comment on dit, qui est interprété par Lee Jong-jae, qu'on avait vu justement dans Star Wars The Acolyte, qui en fait abandonne ses plans de départ pour partir aux États-Unis, ce qu'on voyait à la toute fin de la saison 1, pour se lancer dans une quête avec une motivation qui semble un peu mystérieuse mais très importante. Donc, après avoir été endetté dans la saison 1 et invité à participer au jeu Squid Game, qu'il a gagné, désolé pour le spoiler, mais vous en doutez si... Ups. Quand même, on spoil une série qui a quand même 2-3 ans maintenant et qui était un phénomène, comme je l'ai dit. Maintenant, il est déterminé à faire payer les responsables, en fait, tous les organisateurs de Squid Game. Les acteurs principaux, donc comme je l'ai dit, seront de retour, tous ceux qu'on a pu voir en tout cas dans la saison 1 et qui ont des chances de revenir dans la saison 2. Désolé de spoil, je suis nul là-dedans. Bref, vous avez compris, quoi, sans spoil. Étages, là. Ouais, je sais. Et évidemment, il y aura des nouveaux personnages. La 3e saison dont j'ai parlé a été tournée en fait en parallèle de la 2e. Donc, elle sortira en 2025, mais il y a des chances qu'elle sorte assez tôt en 2025. Moi, je vois très bien un truc avec un cliffhanger à la fin de la saison 2, qu'on attend à peu près 6 mois, et qu'à l'été 2025, on ait la 3e saison de... C'est pas impossible, non ? Ce serait pas déconnant. Ça m'étonne qu'ils attendent 1 an alors qu'ils ont tourné ça back-to-back, les 2 saisons. Que dire de plus ? Évidemment, Netflix attend un énorme succès. Encore une fois, il y a toutes les chances que ça batte les records absolus. Peut-être pas autant que la saison 1, parce qu'il y en a qui ont été déçus depuis et qui ne seront pas forcément de retour pour suivre les aventures du héros. Mais en tout cas, Squid Game, c'est un énorme truc pour Netflix. Nous, on essaiera d'en parler à ce moment-là, mais c'est pas sûr non plus, parce que vu la date, c'est compliqué. 26 décembre 2024, je suis déjà dans le futur. On aura peut-être d'autres choses à faire, comme manger la dinde au marron et s'offrir des cadeaux, donc ou digérer déjà, et voilà. Mais en tout cas, pour les infos sur Squid Game, c'est ça. Il y a sûrement une grosse bande-annonce qui sortira d'ici septembre-octobre pour donner envie. Il y a la Geek Week qui arrive le 16 septembre, pardon, et donc du coup, en principe, on devrait avoir énormément d'infos sur Squid Game, et notamment un trailer en bonne et due forme. Exactement, parce que pour l'instant on a juste eu des mini-teasers, des nouveaux acteurs, personnages, et là il y a un très 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 court teaser qui est sorti pour annoncer la saison 2, sa date de sortie, et la saison 3. Voilà pour ok, très cool, merci pour ça. Je t'avoue qu'il va falloir que je remate la saison 1 parce que je me souviens de rien, perso. Oui, tu te souviens pas devant les jeux sont... Ouais, non. Il lâche des gâteaux, et après il faut faire une forme de parapluie. Oui, c'est vrai. Tu t'en souviens quand même, non ? Oui, non, ça... Ouais, ok. Je verrai. On revoit les épreuves, en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux dans Squid Game, c'est ça. Ou la vidéo de MrBeast, où il fait la même chose en vrai. Au secours. Oui, alors, sans transition aucune, je vous propose de parler d'une affaire de proxénétisme. Oui. Voilà. Il n'y a pas une histoire avec MrBeast, il y a une histoire là-dessus, je crois. Non, ne lance pas de truc. Ok, je lance pas. On n'est pas suffisamment suivi de toute façon. Pas avec lui et MrBeast, mais un de ses collaborateurs, je crois. Donc, il s'est passé quelque chose, en fait, en marge de la Comic-Con la semaine dernière. C'est qu'il y a eu un vaste coup de filet, comme on dit dans les reportages judiciaires. Durant la Comic-Con, en fait, les autorités ont arrêté 14 personnes et ont sauvé 10 victimes dans une affaire de proxénétisme durant le week-end de la Comic-Con. Alors, le procureur général de Californie explique que les proxénètes utilisent souvent les grands événements de la sorte pour exploiter leurs victimes. Et on va rappeler du coup que la Comic-Con réunit 100 000 personnes par an.
qui est gigantesque, et donc du coup, dans l'eau, il y a aussi des gens qui sont potentiellement intéressés. Donc en fait, il y a 9 adultes victimes présumées qui ont été récupérés et donc du coup sauvés. Il y a aussi une adolescente de 16 ans qui a été retrouvée et qui va être soutenue par la suite, tout comme les 9 autres victimes. Et l'objectif du coup de finesse était de remonter vers les proxénètes et de démonter tout ou partie du réseau. Voilà, et c'était aussi l'objectif, c'était aussi de dire, regardez, on sait que vous faites ce genre de choses-là sur ce genre d'événement, et on est présent pour venir vous choper. Donc voilà pour cette news. Oui, parce que parfois dans la pop culture, il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus. Je vous avoue qu'en préparant le conducteur hier soir, j'étais pas prêt à lire ça, mais je voulais vous en parler quand même, parce que ça me paraît important. Mais c'est important, t'as bien fait. Exactement. C'est un peu passé sous les radars même, je trouve. Ouais, et on va rester dans la thématique Comic-Con, mais cette fois plus gros sous et Marvel Studios, puisque on a les dessous du deal qui a été fait entre Robert Downey Jr., les frères Russo, et Marvel Studios autour de leur retour pour Avengers 5 et 6. Exactement, parce qu'en fait, la semaine dernière, on l'a vu en direct pendant le Comic-Con, Robert Downey Jr. est de retour dans le MCU, mais pas dans la peau d'Iron Man, mais bien dans la peau de Dr. Doom, ou Dr. Fatalis en français. Et il y a aussi les frères Russo, qui sont de retour. Comme tu l'as dit, ce sont les réalisateurs d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame notamment. Ils en ont fait d'autres dans le MCU. Mais évidemment, tout ça laisse entendre qu'il y a eu une histoire de mallette de billets qui a été bien distribuée par Kevin Feige, le producteur du MCU, et d'autres comparses. Et on apprend, donc selon de sources plus ou moins sûres, que Robert Downey Jr. a touché un gros pactole, mais aussi les Russo. Le contrat des Russo, en fait, inclut des bonus qui sont basés sur la performance financière des films. Ce serait de 750 millions de dollars à 1 milliard de dollars de revenus pour le pactole des frères Russo. Ce serait assez ouf. Et aussi Robert Downey Jr., qui lui, évidemment, a fait un énorme coup marketing en débarquant sur la scène du Comic-Con dans la peau du Dr. Doom, aurait géré en fait beaucoup d'avantages. On n'a pas exactement la somme, mais on a les avantages qui seraient des voyages en jet privé, une sécurité dédiée et un campement de trailer en fait pour tout son confort lorsqu'il est en train de se reposer entre deux scènes. On le sait, évidemment, Robert Downey Jr. c'est le membre le mieux payé du MCU depuis qu'il a lancé lui-même en fait le MCU avec Iron Man, puisqu'il a gagné, et ça c'est de source sûre, entre 500 et 600 millions de dollars pour les 4 films Avengers, les 3 Iron Man et des apparitions dans Hulk, Captain America Civil War et Spider-Man Homecoming. Donc on imagine qu'il a encore bien géré son contrat avec son agent. Côté tournage, et c'est aussi intéressant de le savoir, il y a pas mal de changements, parce que d'habitude les précédents films en fait, que ce soit des Russo ou même d'autres films du MCU, sont tournés à Atlanta, mais ceux-là, donc les 2 prochains films qui sont Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, seront tournés à Londres à partir du 2e trimestre 2025. Donc est-ce que ça changera peut-être aussi la façon de tourner, le décor, etc. des films Avengers et Marvel en général, ce qui est un peu reproché. Des volumes, par pitié, on en manque tellement. Voilà, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, des volumes dans Marvel. Donc à voir ce que ça va donner. Et on le rappelle, ce sont des films qui sortiront en 2026 et 2027. Voilà. Impeccable, merci pour ces informations. Je reprends le relais olympique pour vous parler des brèves de la semaine, et il y en a un certain nombre. La première que je voulais évoquer, c'est une série animée qui est en développement au sujet de Evil Dead, avec le retour de Bruce Campbell, qui reprendrait le rôle de Ash, puisqu'il dit avec beaucoup d'autodérision que sa voix n'a pas autant vieilli que son visage. Donc potentiellement, voilà, un retour, c'est en développement, hein, c'est pas encore greenlighté. Invincible, la série, pourrait avoir énormément de saisons, puisque Robert Kirkman s'est exprimé à ce sujet lors d'une table ronde à la San Diego Comic-Con. Il aimerait, selon lui, pour faire justice et terminer l'adaptation du comics, entre 7 et 8 saisons, voire plus si Prime Video continue à apprécier le rendement de la série. Pas mal. On n'a pas les chiffres, je crois. Non, mais on a rarement les chiffres chez Prime en général. Hein. C'est rare.
C'est rare, ça. Mais bon, quand ils continuent à commander, c'est que ça se passe pas si mal, à mon avis. Oui, bien sûr. Le projet de spin-off autour de Lando Calrissian avec Donald Glover dans le rôle titre est, semble-t-il, au point mort, d'après le réalisateur qui devait le mettre en boîte, Justin Simien. Il dit que pourtant c'était plutôt bien développé, il y avait une bible, il y avait des concept art, il y avait des scripts, mais a priori, voilà, ils sont passés à autre chose. Ouais. Au sujet de spin-off également, on a des informations au sujet des spin-offs de Game of Thrones, puisque George R. R. Martin était de passage à Oxford cette semaine, ce week-end, à la Oxford Writers' House, où il a répondu à des questions, notamment au sujet des spin-offs de son univers, et a priori, 7 sont en développement, 3 en live action, 4 en animation. Donc il y a un certain nombre de choses dont on n'avait pas encore conscience dans tout ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors encore une fois, c'est du développement, rien n'est greenlighté, mais potentiellement des nouvelles à nous mettre sous la dent prochainement. On rappelle que celui qui a été annoncé dernièrement, c'est celui sur la conquête d'Aegon. Donc la conquête du continent de Westeros par Aegon et ses sœurs, et donc qui se déroule 130 ans avant House of Dragon. Yes. Au sujet de House of Dragon, justement, Ryan Condal, et c'est une des brèves qu'on a rajoutées juste avant de prendre l'antenne, Ryan Condal s'est exprimé auprès du Hollywood Reporter au sujet de quand est-ce qu'il comptait terminer sa série, et étant donné la fin de l'épisode 8 de la saison 2, on aurait pu se dire qu'ils veulent encore délayer pendant un moment, et en fait, a priori, il a un plan sur 4 saisons. Donc voilà. Apprendre avec des pincettes, encore une fois. Apprendre avec des pincettes, puisqu'il utilise quand même un adverbe qui est important, qui est probablement. donc voilà, ça a le temps de changer également. Voilà pour tout ça. Le reboot de Battlestar Galactica ne se fera pas chez Peacock, vous le savez, c'est un des services de streaming qu'on n'a pas nous en France, mais qui est le service de streaming de NBC aux États-Unis, et qui développait depuis un petit moment déjà avec Sam Esmail, donc le showrunner de Mr. Robot, si je ne me trompe pas, un reboot de Battlestar Galactica, et donc a priori ils vont pas le faire chez Peacock, mais ça pourrait potentiellement être acheté par un autre streamer ou une autre chaîne pour plus tard. Regardez Battlestar Galactica, le évidemment. Remake des années 2010. Exactement. Enfin, 2010. Des licenciements chez Disney Entertainment Télévision, qui licencie 140 personnes, et notamment 60 personnes chez National Geographic. On continue à dégraisser le poney chez Disney. On aime bien les licenciements en ce moment. Au sujet du tournage de Superman par James Gunn, ça y est, c'est terminé, a-t-on appris il y a 5 jours déjà, à l'heure où nous enregistrons tout ça. James Gunn qui remercie son équipe et son casting, et qui, en filigrane, nous dit que ça a été une aventure assez difficile, mais qu'il a pu compter sur le soutien de tous les gens qui étaient impliqués. Donc rappelons que ça sort toujours mi-juillet 2025. Yes. Les biopics de stars de la chanson, ça continue, puisque Britney Spears va également avoir droit à son biopic, adapté donc de ses mémoires, qui se sont vendus à 2,5 millions d'exemplaires aux États-Unis. Et ce film, normalement, devrait être adapté par John M. Chu, à qui on doit le prochain Wicked, qui sort là en octobre, je crois. Yes. Cobra Kai va avoir potentiellement un nouveau spin-off, donc rappelez-vous, Cobra Kai c'est Karate Kid, et donc là, a priori, les boss de Cobra Kai qui ont terminé la saison 6, la saison 6, qui est découpée en 3 parties. La première est déjà disponible, la deuxième c'est en fin d'année, et la troisième c'est à un moment en 2025, et a priori ils sont sur un plan pour faire un spin-off et un préquel autour de Monsieur Miyagi.
Voilà donc pour ça. Et au sujet des Jeux Olympiques, je vous disais que je prenais le bâton, le relais olympique, c'est tout simplement parce que Tom Cruise, a priori, devrait faire une cascade incroyable lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques le 11 août, et il devrait a priori passer le drapeau olympique de Paris à Los Angeles, et ce serait pour ça qu'il a tourné une cascade sur le cygne Hollywood, la fameuse colline de Hollywood en mars dernier. On se demandait si c'était pas pour Mission Impossible 8, et a priori ce serait plutôt pour ça. Juste pour préciser, mais encore une fois c'est des rumeurs parce qu'ils gardent ça un peu sous coffre, mais en gros ils sauteraient du haut du Stade de France. Ouais. Ce qui est très cool. Ouais. Ensuite, ils auraient tourné, et ça on l'avait vu il y a quelques temps, une séquence à moto à Paris, où il y avait une sorte de drapeau bizarre à l'arrière de sa moto, qui serait potentiellement le drapeau olympique. Et ensuite, il y a cette fameuse séquence au-dessus du signe Hollywood. Donc ça peut être du grand spectacle. Ça peut être sympa. S'il fait vraiment sa cascade en live, en direct, le soir de la cérémonie de clôture à Paris, ça peut être très 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 cool. C'est ça. Alors d'après notre source, a priori, c'est encore nébuleux sur le fait de s'il va faire lui-même ou pas sa cascade, mais voilà, on voulait vous en parler puisque si Tom Cruise fait pas sa cascade, c'est pas ce serait dommage s'il fait pas sa cascade, c'est sûr. Et dernière brève, pas forcément très sympathique, David Lynch, le réalisateur culte évidemment de Blue Velvet, Sailor et Lula, Mulholland Drive, Twin Peaks bien entendu, est malade. Il a parlé de sa santé récemment, et il dit en fait que il souffre d'une grave maladie des poumons qui le force en fait à rester chez lui. On appelle ça de l'emphysème, et en gros ça s'est déclaré évidemment dû au fait qu'il fume depuis extrêmement longtemps, donc il le dit, j'ai de l'emphysème après avoir fumé pendant si longtemps, donc je suis coincé à la maison, que cela me plaise ou non, je ne peux pas sortir, à cause du Covid, ce serait très mauvais pour moi de tomber malade, même d'un simple rhume, donc voilà, c'est un peu triste ce qui arrive à David Lynch, et ce qui nous permet de rappeler quand même, ne fumez pas, ou le moins longtemps possible. C'est ça. Voilà pour... Pas du tout, c'est bien aussi, pas du tout. Ouais, le mieux c'est de pas commencer, parce qu'a priori c'est quand même compliqué d'arrêter. Mais voilà pour David Lynch, et voilà pour les brèves de cette semaine.